Normalement, un fan footage d'horreur classique a un montage limité. Seulement des cuts, ou coupes franches en français, car on juxtapose les images trouvées dans l'ordre chronologique. L'effacement de la trace artistique cherche à montrer qu'il n'y a pas d'auteur du film. Le réalisateur n'existe pas, ou plus, puisqu'il est probablement mort après avoir tourné ces images. Il existe des exceptions, soit parce que le film se voulait fan footage mais n'a pas résisté à quelques effets de cinéma traditionnel, soit il est justifié par l'importance de réunir toutes les sources possibles afin de comprendre mieux le phénomène inexplicable auquel on assiste au visionnage des vidéos morcelées. Le montage doit servir à comprendre l'histoire, il n'a pas pour but d'être artistique. The Bay est un film réalisé en 2012 par Barry Levinson, et qui a la particularité de mêler les autres genres vus auparavant. Le faux documentaire, l'archive familiale, la conversation sur ordinateur ou encore le journal vidéo. The Bay, comme The War Game, imagine les conséquences que pourrait avoir une catastrophe sur la population. Le premier film se présente comme un documentaire qui raconte une attaque nucléaire en Grande-Bretagne, le second un reportage et des images d'archives sur une population décimée par un virus. Les deux œuvres sont engagées, car alarmistes. En présentant un scénario catastrophe, elles parlent des risques et des conséquences possibles des actions de nos représentants politiques. Dans le film The Bay, une station balnéaire est décimée par un virus mortel qui touche tous ceux qui boivent l'eau de la baie. Grâce aux archives récupérées par diverses sources, on reconstitue les événements de la journée, mais aussi on cherche à comprendre les raisons de cette maladie atroce. Le maire du film, The Bay, préférera fermer les yeux sur les messages alarmants des scientifiques afin de ne pas nuire au tourisme de sa ville qui semble être la base de l'économie locale. Il va même inciter les locaux à boire l'eau de la baie, en disant qu'elle est excellente. Pourtant, la baie est totalement contaminée et polluée par des usines de volailles très rentables. Ce n'est que lorsqu'il est trop tard qu'il réalise son acte. Ce personnage rappelle le maire d'Amityville dans Les Dents de la Mer, qui incite les touristes à entrer dans l'eau afin de convaincre les habitants qu'il n'y a aucun risque et de ne pas faire chuter l'économie de la ville. Ces deux personnages ne veulent pas écouter l'avis des autorités ou des scientifiques. Toutes les mises en garde sont rejetées pour le profit touristique. Non seulement ils cachent la vérité épouvantable, mais en plus ils font croire que tout va pour le mieux, et influence la population à prendre des risques mortels. La dénonciation de ces autorités est représentée à travers les conséquences cauchemardesques. Les locaux sont décimés par le requin ou la bactérie. À qui la faute ? Très clairement la leur, puisqu'ils sont responsables de ces décisions mortelles et injustifiables dans le seul but de gagner de l'argent. The Bay porte aussi un message écologique. À la base, le réalisateur était chargé de réaliser un documentaire sur la détérioration de la flore sous-marine de la baie de Chesapeake. Au cours de ses recherches, il est scandalisé par ce qu'il découvre, et que les faits ne soient pas médiatisés. Il prend alors la décision d'en faire une fiction. Le choix du film d'horreur en fan footage rend le message plus efficace et impactant. Ce fan footage est très intéressant car il exploite 21 supports numériques différents. Une caméra de télévision, un iPhone, une caméra de surveillance, un appareil photographique familial ou encore une webcam. Barry Levinson explique avoir voulu reproduire le langage visuel propre aux vidéos amateurs et rendre le film hyper réaliste. Cette multiplication de sources renforce l'idée de documentation et de sérieux du film. L'impression de réel jouant sur la frontière entre fiction et documentaire rend la situation plausible, les conséquences possibles et s'éloigne du fantastique. Avec du recul, le film est plus une sonnette d'alarme qu'un divertissement gore. Le 5e volet de la saga des zombies de George A. Romero est sorti en 2008 et s'intitule Chronique des morts vivants. Romero est un réalisateur connu pour ses critiques et dénonciations des dérives de la société américaine. Après avoir évoqué le racisme, la lutte des classes ou encore la société de consommation, il choisit le fan footage sous la forme de journal vidéo pour s'attaquer aux médias et à l'obsession de l'image. L'histoire est celle de Debra, seule survivante d'une invasion zombie qui a décimé son groupe d'amis, avec qui elle était partie pour réaliser un film de fiction. Elle a récupéré les images tournées par son petit ami Jason, qui n'a pas survécu, mais il a gardé la caméra à l'épaule lorsque la situation a dégénéré. Debra décide alors de monter le film, réalisé par Jason, et de le diffuser pour montrer ce que la télévision ne voulait pas dévoiler. On découvre alors un film qui reprend les événements tragiques qui se sont déroulés. Le film interroge les images avec ses limites et celles des médias de communication. Est-il possible d'informer sans mentir, de montrer la réalité telle qu'elle est ? Il interroge aussi le rôle du réalisateur, qui serait omniprésent dans son œuvre et finalement n'atteindra jamais l'objectivité puisque c'est lui-même qui se met en scène. Une image sera toujours celle de celui qui l'a faite, une représentation de lui-même à travers son regard. Dans cette situation d'horreur dans laquelle se trouvent les personnages, le personnage réalisateur veut échapper à sa propre réalité. Il refuse de voir les atrocités en face et ne vit qu'à travers sa caméra. Dans son essai appelé L'inquiétante étrangeté du fan footage horrifique, Alain Boyat dit « Diary of the Dead, donc Chronique des morts vivants, problématise le besoin de filmer ressenti par des personnages qui trouvent là un moyen de faire face au réel en l'objectivant, de transposer une expérience traumatique en un témoignage utile à d'autres. Les personnages voudraient que le réel et son horreur ne soient qu'une représentation, une vérité inatteignable, et donc refuser d'accepter le monde tel qu'il est. Les hommes sont en recherche constante d'une objectivité qui n'existe pas. Pour Romero, l'image est un mensonge, car c'est une représentation du réel et non pas la réalité. Dans Chronique des morts vivants, nous sommes au croisement de deux regards, celui de Jason qui prend les images et celui de Debra qui les assemble.
Notre héros commence à filmer les événements avec l'idée de tout tourner, de ne pas rater un instant de l'action. Au cours du film, il devient totalement dépendant de sa caméra et ne peut plus arrêter de filmer à l'instar des personnages de Cannibal Holocaust. Il laissera ses amis mourir sous ses yeux car il préférera filmer leur agonie plutôt que de les aider à s'en sortir. C'est là aussi une réflexion intéressante quant aux films d'horreur en found footage. Si tu arrêtes de filmer, tu meurs physiquement ou symboliquement. Dans ces œuvres, les personnages n'existent que s'ils tournent des images. Si la caméra s'éteint, alors ils n'ont plus d'identité. Et comme le dit Debra, plus rien ne compte. L'obsession de filmer les moments les plus sordides rappelle un peu le film Night Call. Notre société nous impose d'être des preneurs d'images et à la fois des consommateurs. Pour aller plus loin, la réflexion de Romero pourrait être que, sans images, sans présence sur les réseaux sociaux, nous n'existons pas. Nous vivons à travers une subjectivité et une représentation de nous-mêmes et des autres. Les preneurs d'images deviennent rapidement obsessionnels. Bien souvent, l'intimité des individus leur importe peu, et ils ne respectent pas toujours leur vie privée ou leur décision de ne pas vouloir être filmés. Ils insistent toujours car ils estiment que si on leur interdit de filmer, il est de leur devoir de révéler la vérité au monde. On dit souvent que le réalisateur se compare facilement à un dieu créateur. Nos personnages se sentent parfois investis d'une mission divine, en recherche constante de la vérité, et s'ils ne sont pas capables de créer des images, alors ils iront jusqu'à les trafiquer pour transmettre leur message. L'idée c'est que nous sommes tous voyeurs, attirés par la spectacularisation de la violence, à la fois participants et spectateurs de l'horreur que l'on aime mettre en scène. Le cinéma aime parler de lui-même, et il aime interroger notre rapport aux images et bien sûr à leurs mensonges. Beaucoup de films parlent d'une recherche de vérité à travers le montage, ou plutôt le démontage, comme dans Blow Up d'Antonioni, ou encore Blow Out de Palma. Dans Paranormal Activity ou Le Dernier Exorcisme, c'est en réécoutant les sons enregistrés que l'on découvre la figure démoniaque, comme c'était également le cas dans L'Exorcisme de William Friedkin. Certains films utilisent le montage par-dessus leur found footage. Un exemple intéressant, à la fin de Trollhunter, les réalisateurs ont coupé un véritable discours du Premier ministre norvégien de l'époque, Jens Stoltenberg, évoquant un champ pétrolifère surnommé le champ du troll, afin de donner l'illusion que le responsable du gouvernement reconnaissait l'existence des trolls. Cette supercherie démontre bien que l'on peut faire parler les images comme on le souhaite. Ceci est une très bonne utilisation du found footage, mais certains films abusent des effets de montage et nous sortent de cette impression d'image prise sur le vif. Par exemple avec de la musique extradigétique rajoutée par-dessus les images, comme nous l'avons vu dans Chronique des morts vivants, qui même s'il le justifie, nous éloigne beaucoup de l'idée du found footage. Les faux documentaires ont parfois été montés professionnellement avec des intertitres, l'ajout des noms de personnages, etc. Ils n'ont pas cette idée d'image brute, retrouvée et collée entre elles. Ils ont l'avantage de faire référence dans l'esprit du spectateur à un véritable documentaire formel et sérieux, avec tous ses codes. Mais ce dernier va peut-être moins s'investir dans le film qui a été explicitement modifié. Il y a aussi des œuvres qui se présentent comme found footage mais utilisent tout de même des éléments du cinéma classique, sans vraiment le justifier. Par exemple, Le Dernier Exorcisme qui utilise de la musique, ou encore des transitions qui ne sont pas logiques dans un réel found footage. Ou encore le son qui suit différents plans tournés par un même protagoniste. On pourrait aussi évoquer les found footage qui prétendent avoir été tournés par un caméscope, en format 4/3, le format de nos VHS. Ce Devil Inside respecte très bien la dimension de la vidéo, contrairement à Paranormal Activity 3 qui se passe en 1989 mais utilise un format de cinéma moderne en 16/9. Enfin, il peut y avoir de la voix off dans un found footage, mais encore une fois, elle doit être justifiée pour fonctionner. Dans The Bay, l'idée est que Donna Thompson parle pour témoigner des faits qui sont déroulés dans la baie. Comme elle était présente, qu'elle est journaliste et que les éléments sont regroupés afin de dénoncer le silence sur la pollution, son intervention est justifiée. Celle de Debra dans Chronique des morts vivants aurait pu être remplacée par un petit texte en début de film, car sa voix, qui intervient sans cesse, nous sort complètement de l'effet réaliste recherché. Ces choix nous renvoient au cinéma traditionnel et nous sortent de l'illusion naturaliste du procédé. On comprend que ces deux personnages survivants souhaitent témoigner, dénoncer le silence des médias, et très certainement tenter de surpasser leur traumatisme en l'exprimant. La différence, c'est que Debra est la monteuse, donc elle pose sa voix sur le travail de Jason. Et dans une idée paranoïaque, on peut se dire qu'elle en fait plus ou moins ce qu'elle veut, surtout qu'elle est impliquée émotionnellement. On peut aussi se demander pourquoi et comment elle a récupéré les vidéosurveillances ou tous ces formats vidéo présents. Donna, de son côté, parle à un interlocuteur, qui n'est pas le public, sinon une personne qui récupère les informations et les sources afin de mettre au grand jour l'horreur de la baie sur un site internet. Cette personne, on ne la voit jamais. Elle ne se met en scène qu'à travers son montage. Pourtant, elle est bien là. Puisque nous l'avons vu, l'objectivité n'existe pas. À travers le montage aux multiples sources de ce personnage, on comprend qu'il veut représenter le sordide de l'ambiance estivale et familiale, confronté à un virus mortel. L'abomination des propos des autorités, les alertes lancées par les scientifiques, l'irresponsabilité du maire ou encore les industries peu soucieuses de leurs conséquences sur l'environnement. La voix de Donna permet de lier toutes ces sources entre elles et de créer du sens. Quoi qu'il en soit, la voix off s'adresse toujours plus ou moins directement au spectateur. Pour un found footage, elle appartient normalement à celui qu'on ne voit pas, mais qui est présent, celui qui tient la caméra. Ce personnage hors champ nous traduit tout ce qui se passe à l'aide de sa voix, mais surtout de son cadrage et de sa propre situation.
Ça fonctionne très bien pour le film d'horreur, puisque la caméra peut tomber entre de mauvaises mains, et elle peut nous indiquer que le preneur d'image est en difficulté sans que l'on sache réellement ce qu'il se passe, avec une mise à distance ou alors une course effrénée. De là vient toute la difficulté de ce procédé dans l'horreur. Si le personnage est en danger de mort, mais qu'il continue de filmer, il doit y avoir une raison à cela. On remarque que les médias de communication sont très souvent la cible du fan footage, et on peut imaginer que le procédé va prendre d'autres formes au cours de notre époque, et s'attaquer à d'autres thèmes, toujours en lien avec notre rapport aux images, au cinéma et à la culture en général. Cronenberg, avec son film Vidéodrome, avait déjà posé de nombreuses questions quant à nos existences liées aux images, et même au service de l'image. Ces nouveaux fan footage présentent des personnages qui ne sont visibles que lorsqu'ils sont filmés. C'est la caméra qui leur donne vie. La représentation du réel l'emporte sur la réalité. Il faut tout de même constater que l'écran ou la caméra n'est pas toujours un objet aliénant. On remarque par exemple qu'elle effraie et énerve beaucoup les autorités qui systématiquement demandent qu'on l'éteigne, comme on dirait de baisser une arme. Notre monde est peut-être paranoïaque, mais il est aussi lucide, et sait qu'on cherche constamment à lui mentir, à le manipuler ou lui cacher des informations. Au milieu de tout le faux, la diffusion des images peut être une source de découverte et de révélation accessible à tous. Même si l'on n'a pas encore les armes pour réagir, nous avons conscience qu'on nous ment, et que nous devons être méfiants et critiques à l'égard des images et des discours. Green Inferno d'Eli Roth montrait que le fait de filmer ses adversaires les empêchait de nous attaquer. L'enregistrement amateur nous protège, car il est une preuve qui peut détruire une image bien construite d'une société, d'une entreprise ou d'un gouvernement. Cette image, forgée avec le temps, peut s'effondrer en une seule vidéo amateur. La caméra et les réseaux sociaux nous donnent ce pouvoir. Il est intéressant de constater que cette forme cinématographique naturaliste rencontre le fantastique et le surnaturel. C'est très paradoxal à la fois, tout sans le réel et en même temps, le paranormal surgit. Car c'est dans ce qui nous est familier que l'horreur semble plus malsaine. Elle s'introduit dans nos vies privées ou dans des situations qui nous paraissent inoffensives. Le fan footage présente un autre paradoxe qui lui est propre. Il montre le dispositif technique durant toute l'œuvre, mais il renie la mise en scène en supprimant le générique par exemple ou en choisissant des individus qui n'avaient encore jamais joué devant une caméra. Le fan footage utilisé pour les films d'horreur est très souvent décrié, voire ignoré. Cela à cause de nombreux individus qui ont vu le moyen de faire un film très rentable sans recherche d'originalité ou de qualité. Alors qu'en réalité, ce procédé a participé à changer profondément notre approche du cinéma horrifique. Malgré ces mensonges explicites, il ne nous trompe pas. Il ne cherche pas à nous impressionner avec une esthétique parfaite et des héros surhumains. C'est un cinéma qui interroge profondément nos rapports aux images, notre obsession du voir, le voyeurisme des médias, de nos ordinateurs et la nôtre. Quelle est la frontière entre le privé et le public? La frontière entre le réel et le virtuel? Le vrai et le faux? Quand la caméra tremble et fait trembler le spectateur? Où commence la réalité et où s'arrête la fiction?